Mesdames et messieurs, quatrième et dernier épisode de la série Virtual Mercato. On aura mis du temps, on aura mis du temps à la sortir, mais c'est bon, elle est prête. On a fait les gardiens, on a fait les latéraux, on a fait l'ailier gauche. Il nous manquait un dernier poste prioritaire, c'est le numéro 9 pour m'accompagner. La grande chance d'avoir avec moi Wartok. Comment vas-tu? Salut Dave, comment tu vas? Ça fait vraiment très plaisir de pouvoir être là sur ta chaîne à nouveau. On avait déjà fait une collaboration. Et j'apprécie beaucoup ton contenu, comme tu le sais. Donc là, on va attaquer un gros dossier qui fait beaucoup parler, celui du poste de numéro 9. Effectivement, comme tu l'as dit, très gros dossier pour le Barça. Merci, tu le sais, plaisir partagé également. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne du Grand Wartok, mesdames et messieurs, il y a très belles choses à voir. Et justement, avant de commencer, de donner notre top 3 transferts pour le Barça sur ce mercato virtuel du numéro 9, je veux savoir ce que tu pensais un petit peu justement du numéro 9 actuel du Barça, la situation, comment tu la vois, Lewandowski, critiqué, pas critiqué, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est un peu plus complexe que ce qu'on veut le dire, ou en tout cas ce que la plupart des gens en pensent. Parce que quand on regarde Lewandowski, il déçoit, c'est vrai, il est âgé, il faut préparer l'avenir, mais mine de rien, il claque 40 buts sur la saison. C'est vrai. Et j'avais fait une vidéo justement où j'en avais parlé. Et en soi, un attaquant qui met 40 buts en une saison, généralement, tu es content. Généralement, tu es satisfait. Mais nous, au Barça, on n'est pas content. Parce que l'exigence, elle est au maximum. Et parce que, oui, il y a beaucoup de ratés. Et puis, on part du principe où le jeu de Hansi Flick est un jeu où il y a beaucoup de football offensif, beaucoup d'actions générées. Et ok, tu en mets 40, mais limite, quand tu es un tueur comme Lewandowski, tu peux en mettre plus. C'est exactement ça. Et donc, c'est pour ça qu'on peut en demander plus. Mais quand on regarde de manière générale, il met beaucoup de buts. Et puis, dans le jeu aussi, il apporte son expertise, et pas mal de consignes aussi à ses coéquipiers. Il apporte beaucoup de bonnes choses. Maintenant, évidemment, ses contrôles de balles ratés, ses pertes de balles, ses conduites de balles un petit peu des fois très douteuses, ça c'est des choses qui nous posent beaucoup de problèmes. Donc il y a Lewandowski avec ses points forts, ses points faibles, et puis à son âge qui pose vraiment un problème. Mais par contre, comme tu l'as dit, Ferran Torres, ça a été la surprise. Oh oui. Il a marqué beaucoup de buts, ça a été le 3e meilleur buteur de l'équipe. Et puis quand on regarde dans les grands matchs, il n'a pas fait tâche. Il a été présent, il a été plutôt bon. Pas toujours buteur, mais dans le jeu, je trouvais qu'il a apporté plus que Lewandowski, notamment dans son jeu sans ballon. Donc au final, c'est pas si mauvais. Maintenant, évidemment, que si tu veux gagner avec des champions, si tu veux tout rafler, c'est sûr que recruter un autre numéro 9, ça peut faire encore plus de bien. Ça, c'est évident. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Comme tu l'as dit, oui, ce qui est compliqué avec Lewandowski, c'est qu'il a ses buts, donc qui sont des données factuelles finalement. Tu ne peux pas y toucher. Donc à certains moments, tu ne peux pas trop le critiquer. Il a été important dans certains matchs, il a mis des buts, encore une fois, que seul son profil peut marquer. Typiquement, contre l'Atlético Madrid, le but qu'il met, il est superbe, etc. Mais des fois, il est super énervant dans le jeu. Et c'est compliqué. C'est compliqué des fois de le défendre quand on lui demande des choses qui sont simples. Encore une fois, c'est pas de dribbler 50 joueurs qu'on lui demande. C'est juste des fois de faire un contrôle passe intérieur du pied tout simple pour aller trouver Lamine Yamal sur la droite. C'est vraiment pas compliqué. Et juste ça, il n'arrive pas à faire. Il ralentit le jeu. Donc à certains moments, il est frustrant. De plus de ça, il va y avoir l'âge. De plus en plus, il va vieillir. Il va être lent sur le terrain. Toutes ces données font que oui, on peut penser pourquoi pas au futur numéro 9 du Barça. Alors est-ce que ce sera cet été, même avec le mercato? Il y a peu de chance. Pourquoi? Parce qu'on le sait, les numéros 9, ça coûte très cher. Le Barça n'a pas forcément l'argent de le faire. Ça arrivera peut-être l'été prochain. Mais en tout cas, on peut déjà songer à certains profils. Et c'est justement à ça que sert cette vidéo. Et bien justement, sans plus attendre, je te laisse nous faire découvrir ton numéro 3. La surprise est totale. Je vais commencer avec mon 3e choix. Et ici, j'ai voulu commencer en ne prenant pas trop de risques. Et surtout, en voulant chercher un joueur très faisable. Parce qu'économiquement, ça ne coûtera pas cher, voire pratiquement rien. Je vais aller chercher un joueur libre, un Canadien, et c'est évidemment Jonathan David. Sûr, Là, je ne surprends personne. Je fais un petit plat du pied, sécurité dans la surface. Maintenant, le truc, c'est que, en fait, il y a plusieurs options. Est-ce que le Barça veut aller tout de suite sur une grosse recrue ou veut temporiser et espérer chercher, par exemple, comme tu l'as dit, Isaac ou Alvarez un peu plus tard? Et moi, je pense que dans l'idéal, ça peut être bien quand même de sécuriser un top numéro 9 qui va rester longtemps. Et pour ça, il faut un petit peu être patient. Et si tu peux patienter avec Jonathan David, c'est top. Mais après, attention, j'en parle comme si le gars, il va rien faire au club. S'il vient, il peut apporter. Il a fait une grosse saison. J'ai regardé en Ligue des Champions. Cette saison, il a marqué 9 buts et délivré 4 assists, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, j'ai noté ça. C'est quand même fou. Et même moi, je me dis quand même que c'est énorme. Donc, il faut se dire quand même qu'il a beaucoup marqué. Il a marqué face aux 2 clubs de Madrid, Atlético et Real. Il a fait plutôt des bons matchs dans une bonne épopée du LOSC. Et puis, de manière générale, c'est un numéro 9 complet. Moi, ce que j'aimerais dire sur lui, c'est que c'est un joueur
qui sait à peu près tout faire, plutôt bien. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une chose où il excelle. Exactement. Je ne me dis pas, par exemple, c'est un top joueur pour prendre la profondeur. C'est un top joueur pour tuer dans la surface, pour marquer avec une demi-occasion. Je ne me dis pas que c'est un top joueur pour combiner dans les petits espaces, mais je me dis qu'il sait tout faire, plutôt bien, et que forcément il va apporter. C'est un joueur de combinaison, c'est un joueur qui est en constant mouvement, et c'est un joueur qui peut aussi apporter dans la surface. Donc par rapport à tout ça, ça fait que forcément je le vois apporter beaucoup, et évidemment dans un rôle pas forcément principal, mais dans la rotation, en étant jeune, et puis aussi, économiquement, c'est une bonne affaire. Il arriverait libre, avec un petit salaire, et si jamais ça ne se passe pas bien, tu peux le revendre d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Il est valorisé à 45 millions d'euros sur Transfermarkt, ce qui est quand même beaucoup. Et puis c'est un joueur quand même, on le connaît depuis longtemps. On sait qu'il a toujours eu une bonne petite cote, bonne petite hype. N'oubliez pas aussi qu'il a dit publiquement qu'il aime le Barça, donc ça aussi c'est un point fort. Il a toujours dit que son rêve est de jouer pour ce club, donc je pense qu'il va accepter un rôle secondaire. Et tout ça, ça fait qu'au final, il y a très peu de prise de risque, économique comme sportive. Je sais que c'est un joueur plutôt fiable, c'est un joueur qui ne va pas mettre à perte le club et risquer un flop. Donc par rapport à tout ça, pour moi, c'est une valeur sûre. Ouais, c'est sûr. Très très bon choix qui est dans le radar un petit peu du FC Barcelone depuis quelques temps maintenant. Pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, c'est un joueur qui allait être libre, c'est un joueur qui a certaines références en Ligue des Champions, en tout cas qu'il l'a connu avec le LOSC. Et c'est surtout aussi un joueur qui va être gratuit, voilà, tout simplement, et qui a fait cette déclaration autour du Barça, autour de j'aime ce club, etc. Donc forcément, nous on se dit, ah, ça peut être intéressant, Jonathan David. Donc c'est sûr qu'il y a ça. Après, Jonathan David, moi j'ai toujours des fois eu des petits doutes dans le fait, surtout au niveau de sa constance en fait. C'est un joueur, je trouvais que dans les matchs et entre les matchs, il n'était pas tout le temps constant, et tu l'as très très bien dit. C'est un joueur, on a du mal à trouver son réel gros point fort. C'est un joueur qui est très bon quand il est dos au jeu. Je trouve qu'il reçoit bien la balle. Physiquement, il est solide, etc. sur les appuis. C'est un joueur aussi qui, à certains moments, a une certaine bonne finition. Mais dans la globalité, des fois, non. Des fois, à certains moments, il va rater des choses aussi qui sont très simples. Il faut savoir aussi qu'il marque beaucoup de buts sur penalty. Alors, tu l'as évoqué, ces stats sont très intéressantes. Les penalty, vous allez me dire, il faut les mettre. Bien évidemment qu'il faut les mettre. Mais ça joue aussi. Voilà, quand tu as plein de tirs au but, de penalty, forcément, tes stats, elles augmentent. Et lui, il y en a quand même pas mal. Ça reste un prospect jeune qui peut s'améliorer, qui a quand même des références sur la scène européenne. Donc ça, c'est toujours des points positifs. Maintenant, il y a ce petit doute de se dire, bon, quel sera son plafond? Mais c'est vrai que sa situation libre, pour un joueur comme ça qui n'arriverait pas forcément en tant que numéro 1, mais remplaçant dans un premier temps, c'est un très bon choix et je valide ton top 3. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis même, quand tu dis qu'il est bon dos au jeu, ce que j'aimerais ajouter, c'est que je trouve qu'il a une très bonne première touche de balle. C'est un joueur souvent qui joue dans le sens du jeu et qui ne va pas faire la touche de trop. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie chez lui. Ouais. Après, c'est aussi un joueur qui aime beaucoup jouer pour ses coéquipiers. Ce n'est pas le type de numéro 9 qui va vouloir à tout prix marquer et briller. Et ça aussi, c'est bien parce qu'au Barça, tu as un joueur comme Rafinha qui peut beaucoup marquer. Tu as un joueur comme Yamal aussi qui peut de plus en plus scorer. Des milieux de terrain qui se projettent. Et ça peut faire du bien. Un numéro 9 participatif, c'est aussi quelque chose qui fait la différence. Donc par rapport à ça, il a quand même de bonnes qualités et il peut encore progresser. À seulement 25 ans, évidemment qu'il a une marge de progression. Donc par rapport à tout ça, il y a beaucoup de points positifs. Maintenant, ce n'est pas le numéro 9 qui va te faire rêver. Mais ça reste un numéro 9 qui a des garanties et qui peut déjà faire du bien tout de suite au Barça. Très bien pour Jonathan David. Écoute, je pense que les gens ils seront d'accord avec toi parce que ça peut être une bonne opportunité. Une bonne opportunité, c'est ça le mot pour moi pour Jonathan David. De mon côté, le top 3 est un Brésilien de 23 ans qui joue actuellement en Première Ligue, très souvent un peu plutôt faux numéro 9. Non, là j'ai aucune idée. Faudra la plus loin. Et bien un petit peu plus loin, c'est un certain João Pedro. João Pedro de Brighton. Voilà, tout à fait. Donc un attaquant en fait qui est un petit peu des fois en dehors des radars, mais qui à certains moments se montre. Moi, Brighton, c'est pas forcément une équipe que je suis tous les week-ends, mais je les suis dans les gros matchs, quand ils jouent des City, quand ils jouent des Liverpool, etc. Très souvent, en plus, une équipe agréable à voir jouer. Et João Pedro, c'est un jeune joueur qui se montre quand même déjà depuis quelques années à Brighton. Il y est depuis 2023, qui n'a pas joué énormément de minutes cette année, 2000 minutes et quelques, donc c'est pour ça aussi qu'il ne fait pas vraiment partie des titulaires de cette équipe. Pas énormément non plus de stats, 10 buts, 7 passes décisives, mais selon moi, sur les 3 joueurs que j'ai pris, c'est le meilleur playmaker. Et souvent dans ce Barça qu'on voit de flic, la capacité du 9 doit être intéressante aussi avec ce qui se passe avec Rafinha, parce que Rafinha est un joueur extrêmement intérieur qui va prendre la profondeur, et oui, qui va prendre la profondeur, donc il faut penser un petit peu à ce joueur qui va réussir à collaborer avec lui.
en tant qu'attaquant et pas qu'un joueur forcément tout le temps de finition. Même si vous allez le voir après, je vais quand même aussi mettre des 9 de finition. Et Joao Pedro a ce rôle-là, un petit peu technique. Alors il paraît des fois un petit peu lourd sur le terrain, mais moi j'aime souvent un peu justement faire la comparaison avec Berbatov, qui paraissait grand, pas technique et finalement était ultra fin techniquement. J'aime aussi faire la comparaison avec Firmino de Liverpool, qui est un numéro 9 qui prenait pas forcément la lumière, mais qui jouait le collectif avec les autres. Alors bien évidemment, Joao Pedro, c'est pas du niveau de Firmino, hein. On se calme bien évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est un joueur du collectif. Et ça, c'est ça qui m'intéressait un peu avec ce prototype-là. Et un joueur qui est fin techniquement, vraiment quand il reçoit le ballon, dos au jeu, quand il se tourne, il fait souvent des gestes techniques. Dans les petits espaces aussi, il peut montrer de bonnes choses. Et ça reste un joueur qui joue avec les autres, qui a une valeur marchande estimée à 50 millions, donc ça reste très cher, mais on l'a dit pour les numéros 9, c'est cher hein, dans tous les cas. Il a 23 ans, il a le futur devant lui. Je le mets top 3, je ne le mets pas top 2, je ne le mets pas top 1, parce que je pense que ça ne sera pas un joueur qui ira forcément au FC Barcelone. Mais pour ceux qui suivent un petit peu la série, vous savez que mon top 3, c'est toujours un joueur qui me fait un petit peu kiffer sur le côté. Donc voilà, qu'est-ce que toi t'en penses? Ok, là, vraiment, tu m'as surpris par rapport à Joao Pedro parce que je l'avais un petit peu oublié. C'est un joueur que je suivais surtout quand Roberto De Zerbi était encore à Brighton. Ouais. Et Ok. c'est vrai qu'il y avait une hype à un moment donné parce qu'il marquait pas mal de buts, mais surtout sur le terrain, il proposait beaucoup. Et comme tu l'as dit, Ouais. c'est un peu similaire à Roberto Firmino, notamment quand il décroche et qu'il apporte au cœur du jeu. C'est un joueur très intéressant, mais le problème, c'est qu'il a été trop irrégulier. Moi, de ce que j'ai C'est vu vrai jusqu'à qu'il y a ça. présent, en tout cas, j'ai pas suivi non plus Brighton énormément, mais il y avait une période où Ferguson était arrivé, je sais pas si tu te rappelles, l'attaquant à 18 ans qui faisait Oui, que de le marquer jeune. des buts, et il a un peu éclipsé Joao Pedro. Puis il y a eu une C'est période, vrai. ils ont joué à deux attaquants, et là, c'était intéressant, parce qu'il avait un rôle où il était un peu moins proche de la surface, et là, il était plus participatif dans le jeu, donc ça a été bien pour lui. Il y a eu plusieurs rôles comme ça différents et on voit que c'est un joueur qui aime beaucoup toucher des ballons. Ça, c'est intéressant ça. parce qu'au Barça, il devra beaucoup décrocher et apporter. Donc, c'est une bonne qualité et c'est hyper intéressant quand tu parles de sa relation avec Rafinha. C'est vrai que Rafinha est un ailier, bon, plutôt second attaquant. On va dire ça comme ça Voilà. parce qu'il est très axial et puis il a cet attrait pour le but. Il est très attiré par le but. Il fait des appels beaucoup en profondeur mais plein axe. Et si le numéro 9 fait un peu la même chose que lui ou bien ne s'entend pas avec lui, ça n'a pas matché et ça a posé un gros problème. Il faut laisser beaucoup plus de place à Rafinha et ça peut bien fonctionner. J'imagine bien ça entre les deux. Maintenant, j'ai pas encore assez suivi pour donner un avis détaillé, mais en tout cas, quand on regarde la somme, si on parle de 50 millions d'euros, Ouais. comme tu l'as dit, Ouais, c'est c'est virtual sûr. mercato, mais ouais, c'est quand même cher. Et moi, je sais pas si je poserais autant sur lui. C'est un joueur C'est sûr. qui est talentueux, qui a des qualités, que j'ai envie de voir dans un contexte autre que Brighton, parce que c'est vrai que c'est un club assez instable où il y a beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs constamment et beaucoup de coachs différents depuis De Zerbi. Mais voilà, je sais pas trop où me positionner. C'est un bon joueur que j'apprécie, mais personnellement, c'est pas validé. Ok, d'accord, le top 3 n'est pas validé. C'est pas grave, je me rattraperai un peu sur le top 2 et sur le top 1. Mais maintenant, à toi de jouer. On attend tous maintenant ton top 2. Vas-tu faire mieux que ton top 3 qui était déjà sur une très bonne note? Alors, j'ai beaucoup réfléchi parce que c'est vrai que Jonathan David, je me suis pas trop foulé. C'est un joueur qu'on sait, il a été pisté par le Barça, c'est un joueur libre, je prends pas trop de risques. Ok. Là, je vais commencer à prendre un peu plus de risques parce que je vais m'attaquer à un joueur. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont très hypés et d'autres qui n'y croient pas du tout. Ok. Moi, j'ai été très hypé, je le suis un peu moins, mais je Mhm. garde en tête quand même que c'est un joueur très talentueux. Et je parle ici de Benjamin Sechko, Ouais. l'attaquant du RB Leipzig, jeune joueur de 21 ans. Et par rapport à lui, déjà, moi je trouve que son profil est excellent. Quand on Oui. regarde, il mesure 1,95 m, il est très grand, mais il est très rapide aussi, prend très très bien la profondeur, grosse frappe de balle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il prend bien la profondeur, mais il frappe bien à longue distance aussi. Donc C'est c'est vrai. un danger permanent. Et Grosse puis, frappe. c'est un attaquant qui, on va dire, met bien au profit son physique. On le voit, son jeu de haut but, notamment son jeu aérien, est plutôt intéressant. Il arrive aussi à bien combiner avec ses coéquipiers. Il peut dribbler aussi. Il y a pas mal de séquences de lui où il arrive à éliminer des joueurs en pleine course. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Avec son physique, on s'y attend pas forcément, mais il peut le faire. Il a quand même des stats généralement bonnes. Après, c'est la Bundesliga. Est-ce qu'il faut valoriser ou non? Je ne sais pas, mais ça fait quelques temps qu'on le voit et on sait que c'est un joueur rempli de qualité, avec Ouais. un fort potentiel. En plus de ça, c'est un attaquant autant à longue distance dangereux, mais dans la surface aussi, il peut terminer les actions. Et je trouve qu'il a ce sens du but aussi qui est vraiment bien. Il a beaucoup de qualités. Maintenant, je ne suis pas totalement convaincu parce que c'est un Ok. joueur qui a montré quelques limites selon moi, notamment dans les grandes compétitions. Je l'avais vu à l'Euro 2024. Alors ok,
il est slovaque, mais je trouve qu'il y avait un petit manque de personnalité et que des fois, il se montrait pas non plus assez. Et surtout, en Ligue des Champions, la saison passée, quand le RB Leipzig avait joué face au Real Madrid en huitième de finale, j'ai trouvé que des fois, il voulait vraiment pas prendre de risques. C'était juste une touche et une remise en arrière. Et ça, c'est des choses, moi, qui me freinent. Maintenant, c'est un joueur très jeune. Il avait seulement 20 ans il y a un an. L'Euro aussi, il était encore très jeune. C'était à la même période à peu près. Donc, en soi, il peut beaucoup progresser. Et surtout, c'est un joueur qui a déjà fait des grosses prestations, notamment face au Bayern Munich, face aux gros en Bundesliga. Et de manière générale, en Ligue des Champions, il a quand même fait pas mal de bons matchs aussi. Mais voilà, ce petit manque de personnalité me freine un petit peu. Mais je trouve que son profil est excellent. Et que vraiment, il a une grosse marge de progression. Et je me dis qu'au Barça, si maintenant il vient, tu peux te dire qu'il y a un contexte favorable où ce sera plus sain qu'au RB Leipzig, où encore une fois, c'est un club avec beaucoup de changements, de coach, de joueurs, d'arrivée, de départ. Et là, il va arriver dans un cadre un peu plus sain. Et puis surtout, il ne doit pas forcément arriver et être titulaire tout de suite. Il peut tourner par exemple avec Ferran Torres, si Lewandowski reste avec lui aussi, potentiellement, et donc lui laisser un petit peu de temps pour s'intégrer. Vu que ce n'est pas un joueur non plus qui va coûter 100 millions d'euros. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse personnellement. Le faire progresser, le faire grandir doucement, mais sûrement, avec un profil, encore une fois, qui me plaît beaucoup. Donc j'imagine quand même de bonnes perspectives avec ce joueur-là. Ah oui, non, mais vraiment très très bon choix et tu vas très bientôt savoir pourquoi est-ce que je dis très très bon choix parce que moi aussi il risque d'apparaître un petit peu dans mes autres joueurs que je vais aborder. Benjamin Sesko, tu l'as dit, jeune joueur, slovaque et vraiment je trouve un peu ce joueur dans la fibre un peu nouveau neuf qui a un petit peu apparu, qui est l'idée par Erling Haaland, ce joueur un peu cyborg, grand, puissant, qui court vite, bon en transition, mais aussi des fois un joueur important sur lequel tu peux t'appuyer. Si la défense adverse elle est basse, tu peux le trouver dans la surface de réparation à travers des centres, etc. Donc vraiment, il a de très bonnes qualités. Moi, je trouve que des fois, il bafouille un tout petit peu en termes de technique. Tu sens que c'est pas encore totalement rodé. Des fois, avec ses jambes, c'est un peu galère. Mais tu l'as dit, il a quand même une certaine bonne qualité. C'est un joueur aussi qui évolue dans une attaque à deux. Et ça, c'est important de le dire. Donc avec Openda. Mais c'est un joueur vraiment un profil pour le futur excellent. Bon, il y a d'énormes rumeurs en ce moment autour de lui pour pourquoi pas Arsenal qui cherche absolument un numéro 9. Et surtout après, ce qui va être intéressant de voir autour de lui, c'est que certes, c'est pas 100 millions, mais il est coté quand même à 65 millions. Que coté à 65 millions, ce qui veut dire que bon, il va être acheté encore plus cher que ça. C'est aussi une somme pour le FC Barcelone, même si on est dans Virtual Mercato quand même. Ouais, j'avais vu ça aussi. Donc, c'est quand même assez cher. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le marché de numéro 9, c'est n'importe quoi. Ah ouais, Dès clairement. qu'un joueur fait une bonne saison, met 30 buts, c'est fini. Ça peut monter à 80, 100 millions d'euros. Donc, c'est pour ça que je sais pas trop s'il faut le prendre en compte. En tout cas, Benjamin Sesko, c'est un joueur quand même qui a fait parler de lui depuis longtemps. On sait que c'est un joueur très talentueux. Donc, pour moi, c'est évident qu'on doit le mettre dans la liste. Et je suis content que toi aussi, tu l'aies fait. Oh oui, t'inquiète pas, je pense que je suis pas le seul à valider ce choix-ci. Je pense qu'en commentaire aussi, les gens seront d'accord avec toi. Moi, pour mon top 2, je vais partir sur un joueur qui joue numéro 9, qui joue en Ligue 1, qui joue au Paris Saint-Germain, qui s'appelle Gonzalo Ramos. Okay. Et oui, Gonzalo Ramos du Paris Saint-Germain. Alors le choix peut paraître un petit peu étonnant parce que c'est un joueur également qui n'a pas eu énormément de minutes cette année. Il est à peu près sur 1700 minutes, toutes compétitions confondues. Donc ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ça fait 1 an et demi qu'il est au Paris Saint-Germain. Et c'est un joueur qui a été un petit peu perdu des radars. On s'est dit finalement s'il est mis sur le banc du côté du PSG, c'est bien pour une raison. PSG qui a été champion d'Europe. Donc grâce à Ousmane Dembélé numéro 9. Donc tu te dis il fallait vraiment que Luis Enrique trouve quelque chose pour remplacer ce numéro 9. Ça n'a pas été Gonzalo Ramos. Mais je considère que c'est un joueur vraiment qui a une qualité. Déjà, il l'a montré quand il est arrivé en Coupe du Monde et qu'il a mis Cristiano Ronaldo sur le banc sur certains matchs. Fallait le faire parce que c'est pas rien de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc à ce moment-là. Donc il faut le faire. Et ensuite, c'est un joueur, je trouve, vraiment qui est un attaquant de surface. Sur les 3 joueurs que j'ai choisis, c'est vraiment plus lui qui a ce profil de joueur. Vraiment, réellement, la surface, elle est à moi. Et c'est vraiment un buteur, en fait. C'est une personne qui va te mettre les buts. Alors, cette année, ses buts par rapport à ses XG, c'est pas énormissime. Mais je mets ça sur le dos de la confiance. On sait que c'est très important pour un numéro 9. Mais c'est un attaquant qui arrive à se trouver libre, à se trouver en situation de frappe. Et je trouve aussi que dans la qualité technique, dans la collaboration avec ses autres partenaires, il s'est vraiment amélioré. Ça, je pense que son passage au Paris Saint-Germain a joué, parce qu'on sait que le PSG joue collectivement et joue très bien. Et je trouve que vraiment, au début, c'était un joueur, c'était vraiment qu'un simple 9 de surface de réparation, et qu'actuellement, il sait collaborer avec les autres. Et ça, je trouve que c'est un gros point positif pour lui. Alors, il est évalué à 45 millions. Certes, il va peut-être partir en 2028, son contrat se termine en 2028 du côté du Paris Saint-Germain, mais il y a le fait tout simplement qu'il y a la Coupe du Monde l'année prochaine, et que la Coupe du Monde l'année
prochaine, bah, s'il veut y participer, avoir un rôle important, sachant que ça risque d'être la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo, il va falloir qu'il ait des minutes de jeu. Est-ce que le PSG est en capacité de lui donner ces minutes de jeu? Ça va être ça la grande question. Et on peut jouer là-dessus. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des choses qui vont se passer autour de lui, je pense, cet été, enfin ce mercato aussi. Est-ce que ça va être du côté du Barça? C'est pas sûr. Encore une fois, la piste n'a rarement été évoquée pour le Barça. Mais moi, franchement, c'est un joueur que je trouve très intéressant, qu'il faudrait remettre un petit peu en confiance, mais il a beaucoup de qualité. Bah, franchement, j'aime beaucoup ta piste. Parce que Gonzalo Ramos, selon moi, c'est l'une des opportunités de marché les plus intéressantes à l'heure actuelle entre rapport qualité-prix. On voit que c'est un joueur, comme tu l'as dit, qui a très peu de temps de jeu au PSG, qui en voudrait plus, et donc forcément va certainement quitter le club. Donc par rapport à ça, tu as un attaquant quand même qui a apporté beaucoup de garanties. On sait tous qu'il est très talentueux, on l'a vu dans de grandes compétitions et souvent répondre présent. Donc par rapport à ça, oui, c'est évident. Et en plus, moi je trouve déjà ce qui est fort, c'est que dans tous les attaquants qu'on a mentionnés jusqu'à présent, selon moi, c'est le joueur qui a le plus ce côté tueur dans la surface. Parce que comme tu l'as précisé, ces XG de buts sont peut-être pas représentatifs, mais encore une fois, il faut voir dans un autre contexte où le coach lui donne plus de confiance, comme tu l'as dit aussi, et je pense que ça peut très vite changer. Maintenant qu'on a dit ça, il y a aussi d'autres points qui sont importants. Déjà, moi je parle souvent de talent et personnalité. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'un joueur très talentueux, c'est une chose, mais un joueur qui est très fort en termes de personnalité, c'en est une autre. Par exemple, Rafinha, c'est un exemple typique. Lui, c'est pas le plus talentueux, mais il a une très forte personnalité. Il croit en lui, il va au bout des choses. Et ça fait qu'il peut réaliser une immense saison. Alors qu'il y a d'autres joueurs qui sont très talentueux, mais manquent un petit peu de personnalité. Et ça fait qu'il y a un plafond de verre qui est très bas. Et Gonzalo Ramos, lui, pour moi, il a une très forte personnalité. On le voit. Déjà, à la Coupe du Monde, on l'a tout de suite compris en 2022. En huitième de finale, il met sur le banc Ronaldo et il claque un triplé tout de suite. Pour son premier match en Coupe du Monde, ok. C'est bon, on peut s'arrêter là tout de suite, je pense que c'est déjà très compréhensif. Et puis on le voit, comme tu l'as dit aussi, dès qu'il rentre en cours de jeu, le gars n'a pas la confiance de son coach. Il n'apprécie pas son profil, il joue très peu, il n'est pas important et pourtant à chaque fois il se donne à fond, à chaque fois il va sur tous les ballons et il essaie à chaque fois de marquer, même de combiner avec ses coéquipiers, de progresser dans le jeu associatif aussi. Donc tout ça c'est vraiment beaucoup de qualité, il a une très bonne mentalité, il se donne à fond et puis il a de grosses facilités dans la surface pour terminer les occasions. Donc moi, j'aime beaucoup son profil. Je ne pense pas qu'il colle parfaitement avec le style Barça. Maintenant, il faut voir là où tu veux en arriver avec lui. Imaginons par exemple qu'on parle d'un prêt avec option d'achat. Là, je prends tous les jours. Maintenant, si c'est pour mettre 50 millions en plus, ça me paraît beaucoup parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le PSG l'a recruté pour 80 millions d'euros. Ils n'ont pas de problème financier. Donc, pourquoi le vendre si peu, surtout qu'il a une grosse cote et que le marché des transferts au niveau des numéros 9, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc, je pense qu'il y a de fortes chances quand même qu'il va coûter très cher. Mais en tout cas, c'est une très bonne piste à évaluer. Moi, je valide fortement et je sais que c'est un bon joueur. Maintenant, encore une fois, il faut voir le prix et puis il faut voir quel rôle il aura au sein du Barça. Ça, c'est des questions qu'on peut se poser parce que je ne pense pas que son style colle parfaitement, mais ça reste un attaquant avec de bonnes garanties aussi qui pourrait faire beaucoup de bien. Let's go! Mon numéro 2 est validé par Wartalk, c'est bon, j'ai gagné la bataille. Non mais comme tu l'as dit, il y a aussi cette question de professionnalisme autour de lui. C'est vraiment un joueur, voilà, il a été remplaçant toute la saison et il n'a pas bronché. Et ça, c'est super important, j'apprécie. Très bon joueur de tête aussi, j'ai oublié de le préciser. Et ça, c'est une super qualité qui peut être intéressante pour le FC Barcelone. Maintenant, roulement de tambour pour ton dernier joueur, ton top 1. Qui est-il, Wartalk? On a tous la pression, on a tous hâte que tu nous dises. Ok, alors préparez-vous. J'ai commencé avec Jonathan David et j'ai dit que c'était faisable parce qu'il pourrait arriver libre. Ensuite, je suis parti sur Benjamin Šeško et là, c'est un peu moins faisable, mais ça reste tout de même réalisable. Là, je vais partir sur un joueur beaucoup moins faisable. Pratiquement impossible et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de chances qu'il signe au Barça. En plus, c'est une piste assez folle. Je ne sais pas ce que tu vas en penser. Je parlais ici d'un attaquant français. Un attaquant qui a été beaucoup moqué et qui est revenu au plus haut niveau et qui m'a personnellement choqué. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je parlais ici d'Hugo Ekitike. Et oui, ceux qui ne l'ont pas suivi du côté de Francfort, il a réalisé une saison dingue. D'un point de vue statistique, ok, mais de manière globale, pour moi, c'est surtout dans le jeu qui m'a choqué, après tout. Parce qu'on dit toujours que voilà, c'est la Bundesliga, les buts ne veulent pas grand-chose, etc. Moi, déjà, j'ai toujours trouvé qu'il a été très talentueux. J'ai trouvé qu'au PSG, il a eu un manque de confiance. Il a mal subi la pression, ça a été difficile pour lui, mais c'est pas normal de vivre une période aussi compliquée avec si peu de temps de jeu, d'arriver à Francfort et de tout exploser comme il l'a fait.
Parce que même Omar Marmouche en parlait et il disait que ouais, le joueur qui l'a le plus épaté, c'est Hugo Ekitike. Tout de suite, il a été surpris du niveau du joueur. Et on voit que techniquement, il sort du lot. Moi, je trouve que dans la génération actuelle de numéro 9, c'est peut-être l'un des joueurs les plus intéressants pour le jeu associatif. Je trouve que vraiment il y a des facilités. On le voit balle au pied, comment il arrive à sortir de la pression, comment entre 2-3 joueurs il arrive à passer. Et des fois, il peut penser un petit peu à Harry Kane avec ses passes obliques pour les ailiers. Et ça, j'aime beaucoup. Et puis, moi, je veux au Barça un numéro 9 qui peut vraiment se connecter avec les ailiers. Pas un numéro 9 qui est toujours en bout de chaîne, qui va terminer les actions. Je veux un numéro 9 qui est au départ et à la fin des actions, potentiellement, en tout cas dans le meilleur des mondes. Et lui peut le faire. Après, je ne dis pas non plus qu'il doit descendre jusqu'au milieu de terrain, mais en tout cas, au moins savoir décrocher, savoir se retourner balle au pied, éliminer, trouver un joueur en profondeur, tout ça, il sait de faire. Et puis, certains vont dire, s'il a raté au PSG, pourquoi il va réussir au Barça, la pression sera autre. Je ne suis pas forcément d'accord. Moi, je pense vraiment qu'au PSG, ça a été, selon eux, une erreur de casting. Ils n'ont jamais vraiment cru en lui, jamais vraiment donné sa chance. Souvent, quand même, il sortait en cours de jeu très rapidement, ou en tout cas, il n'avait pas cette continuité dans le temps de jeu. Donc, quand on regarde, vraiment, ce n'était pas les circonstances idéales, avec surtout Christophe Galtier. Pour jouer au football, c'est difficile aussi. Clairement. Donc, ouais, non, ce n'était pas les meilleures conditions du tout. Là, maintenant, tu le mets avec Hansi Flick au Barça. Ouais, c'est autre chose. Moi, je pense vraiment qu'il peut monter en puissance et c'est un joueur avec un profil tellement bon parce que j'ai parlé de son jeu associatif. Maintenant, c'est un joueur qui peut prendre la profondeur aussi, qui peut aussi exceller là-dedans. Et quand on dit qu'il faut un attaquant qui combine avec Rafinha et qui lui fait du bien, moi, je l'imagine tellement bien. J'imagine tellement les deux combinés ensemble, se trouver, interchanger de position entre l'axe et l'aile gauche. Je le vois très bien le faire et ça, c'est vraiment des points personnellement qui me font kiffer. Donc, dis-moi toi ce que tu en penses par rapport à cette décision-là. Et moi, je suis quand même toujours assez étonné quand je vois son nom revenir du côté, pas du Barça, mais même de plus grands clubs européens, parce que ça fait quand même quelques temps maintenant qu'on voit Hugo Ekitike, à regarder comment il performe en ce moment à Francfort, il a réussi à step up, et c'est vrai qu'en fait on l'avait un peu perdu de vue par rapport à ce qui s'est passé au PSG, on s'était dit, bon en fait tout le monde s'est planté sur son cas, le mec ça devait être la future star, même en équipe de France et tout, ça n'a pas été le cas. Mais en fait, voilà, on revoit venir de plus en plus, mais à chaque fois, j'ai quand même des petites réserves sur lui. Moi, je l'avais vraiment bien suivi, sa période avec le Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce que je suivais beaucoup la Ligue 1 à ce moment-là et surtout le PSG. Et tu avais un joueur déjà qui venait de Reims. Au moment où il venait de Reims, beaucoup de gens disaient quand même déjà faites attention parce qu'à Reims, il n'a pas joué énormément de minutes en fait. Donc on commençait déjà à le prendre pour la future pépite alors qu'il n'avait pas énormément de références. Mais après, comme tu le dis, il arrive au PSG. Comment tu peux mettre un joueur dans une si mauvaise confiance que ça ? Tu le mets dans une équipe qui a Neymar, Mbappé, Messi. Donc le mec qui sait déjà de base, qu'il n'aura aucune minute de jeu. Quel que soit le rendement des trois de devant, même s'ils sont nuls, Galtier n'en mettra aucun sur le banc. Donc lui, qu'est-ce qu'il peut faire ? À chaque fois qu'il va rentrer des 10-15 minutes sur le terrain, même s'il se donne à 150% qu'il marque un triplé, il sera forcément remplaçant le match d'après. Donc au bout d'un moment, forcément, niveau confiance, c'est très compliqué pour lui. Après, moi, c'était un joueur, je le trouvais au Paris Saint-Germain, des fois, c'était brouillon, voilà, dans ses occasions, dans ses contrôles de balles, dans ses dribbles, je trouvais que c'était brouillon. Mais je suis très content, je suis quand même très content pour lui que ça se passe bien, parce qu'on ne veut jamais le malheur d'un joueur, et qu'il arrive à montrer de bonnes choses. Maintenant, moi j'ai toujours un peu cette crainte aussi de la Bundesliga, tu l'as évoqué. Le fait que ce championnat laisse beaucoup d'espace aux attaquants et qu'il y a des attaquants qui vraiment n'étaient pas très bons dans d'autres championnats, ils sont arrivés en Bundesliga, ils ont planté des 25 buts, des 30 buts parce qu'il y a de l'espace en fait. C'est un football qui est total, c'est un football qu'on adore voir, c'est super spectaculaire quand on regarde la Bundesliga devant notre écran. Mais est-ce que ça reflète réellement le niveau d'un joueur quand il va arriver en Espagne, que les défenses elles vont être plus resserrées, quand il va arriver en Serie A, plus resserré, en Première Ligue, ça va être plus dur. Est-ce que finalement ces joueurs souvent ils arrivent à s'adapter ? Donc bien évidemment je ne dis pas que Ekitike n'est pas capable de le faire, mais je dis faisons toujours un petit peu attention à ça, à ce que font les joueurs en Bundesliga, et dans un premier temps j'aimerais bien qu'il arrive à performer peut-être dans une équipe step-up supplémentaire de Francfort. Ça peut être un Dortmund, ça peut être un Bayer Leverkusen, voire même encore un Bayern Munich, et ensuite quand il aura step-up dans ces grandes équipes là, avec des confrontations aussi en Europe, en Ligue des Champions, là je me dirais à la Hugo Ekitike, il a vraiment franchi un palier. Ouais, je comprends tes craintes par rapport à la Bundesliga. Moi, par exemple, ce qui me rassure, c'est que ce n'est pas un joueur qui brille uniquement de par ses stats, par ses buts. Okay. Déjà, il délivre beaucoup d'assists aussi, mais surtout, c'est son apport dans le jeu qui m'intéresse énormément. Sa qualité balle au pied, comment il arrive à s'associer à ses coéquipiers, que ce soit avec Marmouche ou même quand il est parti avec les autres aussi, il n'a eu aucune difficulté. Et c'est ça, moi, qui me parle. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a très peu de numéro 9
qui peuvent vraiment combiner et apporter dans le jeu avec ballon. Ouais. C'est souvent dans les déplacements, dans la prise de profondeur ou bien dans la surface. Tu as un attaquant de surface ou un attaquant de transition, tu as l'un ou l'autre. Et si tu as les deux, tu es très content, mais le jeu avec ballon, tu l'as pratiquement jamais. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'un joueur comme ça, pour moi, c'est hyper rare. Et c'est pour ça aussi que sa cote, elle a augmenté d'une telle manière. Moi, je pense que comme tu l'as dit, il est parti trop tôt au PSG. Et même, c'était pas le bon moment pour aller, dans le sens où il y avait Messi, Neymar, Mbappé. Il avait très peu joué à Reims et n'était pas prêt pour tout de suite passer à une étape au-dessus. Et c'est ça qui a un petit peu freiné sa progression, qui a un petit peu tué son image aussi très rapidement. Et il a subi beaucoup de moqueries. Mais je trouve que, comme j'ai dit encore une fois, se relancer aussi rapidement, C'est vrai ça. c'est pas normal. Ouais. C'est que vraiment, il est hyper talentueux. C'est que aussi, il croit beaucoup en ses qualités parce qu'il faut être sûr de soi. Il faut avoir quand même des ressources mentales pour se relancer aussi rapidement comme ça. Donc, c'est ça qui fait que je crois en lui. Et puis, tu dis qu'il faudra encore attendre. Moi, je suis d'accord avec toi. Dans l'idéal, je trouve qu'il faut toujours prouver au plus haut niveau. Dans un monde idéal, encore une fois. Mais on sait que déjà là, on parle de 80 à 100 millions d'euros. Ouais. Si maintenant, il fait un club encore en plus ou il attend encore un peu plus à Francfort ou quoi, mais ça va être combien? Ouais, c'est sûr. Combien va-t-il coûter? C'est ça la question. Donc je pense pas que ce sera faisable. Et puis on va se dire qu'à ce prix-là, autant prendre des top numéro 9. Ouais. Donc c'est ça aussi qu'il faut évaluer. Moi je pense vraiment que c'est une opportunité. Si jamais tu l'as pour pas trop cher, maintenant encore une fois, c'est pas trop réaliste parce que Chelsea est prêt à débourser je sais pas combien pour lui. Ah ouais. On parle potentiellement de 100 millions d'euros, je sais pas. Ok. On va voir ce qui va se passer, mais financièrement c'est compliqué. Mais en tout cas, en termes de profil, encore une fois, c'est ce que j'aimerais voir au Barça. Maintenant, est-ce que en termes de personnalité, est-ce que en termes aussi de gestion de pression, ça va aller? Tout ça, c'est des inconnus, évidemment. Moi, personnellement, je crois en lui. Je pense que ça va aller, mais après, ce n'est que mon avis. Et évidemment que c'est normal que tu aies des doutes par rapport à ce joueur-là. Et ça reste validé, j'ai juste encore les petits doutes que j'ai évoqués tout à l'heure, mais je lui souhaite le plein de réussite. Je lui souhaite plein de réussite. Et maintenant, je vais passer moi à mon dernier attaquant. Bon, sans grande surprise, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, Wartok l'a déjà évoqué. Ça va être Benjamin Sesko, de mon côté, qui sera mon top 1. Voilà, Wartok en a fait son top 2, moi ça sera mon top 1. Un attaquant, il l'a dit, et je le redis, qui est vraiment un profil glacial. Pour moi, c'est ça l'adjectif qui est autour de Benjamin Sesko. C'est vraiment ce numéro 9. Il fait peur, tu vois. Il fait des grands sauts, des grands jumps. On l'a vu même sur les réseaux sociaux où tu as l'impression que c'est carrément truqué les images autour de lui. Des grosses frappes dans la surface, il prend du poids. Et il est encore jeune, il a encore 21 ans. Donc je me dis qu'il peut encore se développer sa qualité de jeu collectif, développer sa finition. C'est un joueur, il a 21 buts, 6 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. En sachant que sur les 3 joueurs moi, que j'ai présentés, c'est celui qui a le moins de XG par rapport à tout le monde. Alors pourquoi il a moins de XG? Parce que justement, il joue avec Openda en attaque. Et que très souvent, il collabore avec Openda et que souvent, il va lui donner des passes et des ballons. Donc lui, il va se créer moins d'occasions et les occasions, déjà, elles vont être plus pour Openda qui, lui, est un joueur plus de profondeur alors que Sesko, c'est celui qui va recevoir un petit peu le ballon, qui va temporiser un petit peu, qui va décrocher et qui va ensuite lancer les attaques sur les côtés. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il apprécie bien faire, ça. C'est lancer ses latéraux sur les côtés, il contrôle et reçoit un ballon long et ensuite, il joue à droite, à gauche. C'est un joueur, je l'ai dit, qui doit s'améliorer un petit peu sur le registre technique, je trouve, même s'il a des bonnes choses. C'est un joueur qui peut vraiment bien s'adapter aussi à la verticalité du Barça, parce qu'on sait que le Barça est en capacité de jouer les transitions, les contre-attaques, et lui, il a vraiment ce côté-là, encore une fois, cyborg, j'avance sur le terrain, mais aussi intéressant dans le jeu positionnel, avec son jump, avec sa tête, avec son poids du corps, qui peut être très déstabilisant. Donc, tu en as très bien parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas rajouter non plus 1 milliard de choses à son sujet, mais c'est un joueur qui peut être vraiment intéressant. 65 millions pour l'instant, évaluation. Bon, je l'ai dit, Arsenal est très fort sur lui en ce moment, donc on verra ce que ça donne, mais j'estime que dans le profil, réellement, Benjamin Sesko, c'est le numéro 9 d'avenir qui peut être intéressant pour le Barça. Ouais, je suis d'accord. Vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. En termes de profil, c'est l'un des joueurs qui colle le mieux avec ce Barça-là de Flick. Et même, ce qui est intéressant, c'est que peu importe le coach du Barça, il va toujours apporter. Parce que si tu veux un attaquant de surface, il peut le faire. Si tu veux un attaquant de transition, il peut aussi être ce joueur-là. Donc, dans tous les cas, ça peut être très intéressant. Et puis, c'est un joueur, encore une fois, il y a du doute au niveau de sa personnalité. On ne sait pas si dans les grands matchs, il va réussir à se sublimer. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est très jeune. Il peut beaucoup progresser, il peut beaucoup grandir et apprendre. Et puis, comme je l'avais dit aussi, avec Ferran Torres, par exemple, il peut encore un petit peu alterner au début. C'est pas la peine que forcément il doit être titulaire tout de suite si jamais il arrive. Donc ça, c'est bien. Il va vraiment être dans un bon contexte plutôt sain et avec du temps devant lui pour pouvoir progresser et montrer ce qu'il vaut.
Donc moi j'aime beaucoup ce joueur, je pense vraiment qu'il peut beaucoup progresser, qu'il peut faire briller les ailiers, et au final c'est ce qu'il nous faut aussi. Il faut se rendre compte qu'au Barça, bah, il y a Lamine Yamal qui joue au sein du club, et Lamine Yamal est un joueur que vous connaissez, et dont vous connaissez surtout ses différences. Et donc si jamais tu as un attaquant qui peut le faire briller, tout comme pour Rafinha aussi sur le côté gauche, ça peut aussi être déjà très positif. On sait que Lewandowski, l'une des choses qu'on lui reproche, c'est que des fois, il gâchait un petit peu des actions, des contre-attaques, parce qu'il n'était pas assez précis. Parce que des fois, il gardait un peu trop le ballon dans ses pieds et qu'il cassait le tempo de l'action. Un joueur comme Šeško, lui, il va beaucoup plus vite, il va directement jouer, pas toujours avec une bonne justesse technique, mais de manière générale, il ne va pas couper le rythme de l'action. Et ça peut faire beaucoup de bien, et ça peut encore plus mettre en lumière les qualités de Lamine Yamal et de Rafinha. Donc, c'est ça que j'ai envie de voir aussi. Et c'est là où je me dis que leur marge de progression à nos ailiers peuvent encore monter d'un cran si l'attaquant arrive à fluidifier le jeu de l'équipe. Et là, vraiment, ça peut être très, très intéressant. Donc, évidemment que c'est validé, ce choix. Let's go. Mon deuxième choix est validé, enfin mon top 1 est validé par Wartok, c'est cool. Tu l'as très bien dit, il y a aussi un aspect important pour le numéro 9, c'est que faut se rendre compte que Lamine Yamal prend de la place aussi en termes d'espace médiatique, en termes de starification, de plus en plus il va en prendre. Et ça serait bien aussi des fois de penser que le numéro 9 soit aussi un profil qui soit collectif. C'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure un petit peu de Firmino, mais cet esprit-là, pas forcément l'attaquant, le numéro 9, Payet star, parce que la Payet et la star, on l'a déjà avec Lamine Yamal. Donc c'est intéressant aussi de voir l'aspect un peu plus collectif, pas forcément joueur collectif, mais je veux dire qu'il va être important pour le trio, et Benjamin Šeško peut en être un petit peu. Maintenant qu'on a évoqué tous ces noms-ci, ces 6 noms, il y en a 2 qu'on n'a pas vraiment évoqués qui viennent souvent dans les rumeurs du FC Barcelone. Alvarez, Isaac. Et toi, je sais que tu es un spécialiste de notre cher Isaac, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est vrai que c'est un joueur que je suis depuis de longues années, et je le dis à chaque fois, pour moi, c'est un top attaquant qui peut vraiment tout exploser s'il arrive dans un grand club. Parce que ici, c'est intéressant. Quand on a parlé des joueurs comme Hugo Ekitike, comme Benjamin Šeško, on a parlé des qualités assez atypiques, notamment dans le jeu en transition, jeu avec ballon, etc. Moi, je trouve qu'ici, avec Isaac, on a un attaquant hyper moderne. Il y a un attaquant qui sait tout faire. Parce qu'à la fois, tu as un joueur, on le voit par exemple avec Newcastle, qui domine souvent et qui se fait aussi souvent dominer. C'est-à-dire qu'il y a des matchs, il y a quelques saisons où c'est eux qui avaient le ballon, c'est eux qui étaient très forts, mais je trouve que depuis quelques temps, c'est plus eux qui subissent le jeu et ils jouent en transition. On l'a vu notamment en finale face à Liverpool en Cup, mais de manière générale, on le voit très souvent. Eh ben, ça ne change rien pour Isaac et ses performances n'ont pas du tout changé. C'est ça déjà qui m'impressionne. On voit que si jamais son équipe défend en bloc bas de leur contre-attaque, lui, les grands espaces, il adore ça. Il court très très vite, mais surtout, il est intelligent. Il arrive à faire ses courses courbées, il arrive aussi à donner des conseils à ses coéquipiers. J'ai vu pas mal d'actions où il dit à Bruno Guimaraes, vas-y, tu me l'envoies maintenant, j'y vais. Et on voit une connexion entre les deux joueurs. On voit qu'il est très sûr de lui, il y va. Face à City, combien de fois il a fait des gros matchs, combien de fois il a marqué. À chaque fois, avec ce jeu-là, notamment où il est très vertical, il prend bien la profondeur. Ça, c'est des grosses qualités. Mais même quand les espaces sont resserrés, vous voyez le type de match où Newcastle domine, va mettre une grosse pression. Il arrive aussi à faire la différence parce que il est très habile balle au pied, mais il sait ce qu'il sait faire de bien. C'est surtout ça. Parce que des fois, il y a des joueurs où ils sont brouillons, pas forcément parce qu'ils sont mauvais techniquement, mais parce qu'ils font des choses qui ne correspondent pas à leur qualité ou qui ne savent pas forcément faire. Lui, il est mature dans son jeu. Il sait très bien ce dont il est capable et c'est pour ça qu'il va bien savoir doser son jeu avec ballon et souvent être juste. Il sait quand il doit frapper, il sait quand il doit la passer à son joueur sur le côté gauche, notamment avec Gordon, où il a une très bonne connexion. On voit que les deux se comprennent très bien. Il fait briller aussi son joueur sur le côté, parce qu'il sait que c'est un joueur capable de marquer beaucoup de buts. Et ça fait penser un petit peu à Rafinha, dans l'optique aussi que si jamais il signe au sein du club, il peut le faire briller et lui donner des occasions de but aussi intéressantes, parce qu'il marque, mais il fait marquer ses coéquipiers. Et puis, une fois qu'il est dans la surface, il peut très bien marquer de la tête, il peut mettre son pied en renard des surfaces, il peut un peu tout faire, il peut marquer des buts de raccro, mais il peut aussi aider son équipe. Et encore une fois, Newcastle est l'une des équipes pour moi qui presse le mieux en Europe. On l'a vu depuis quelques années notamment. Et Isaac est vraiment le premier joueur qui va presser. Il le fait tellement bien et tellement intelligemment aussi. Vous voyez ce type de course en oblique où tu te places entre deux joueurs et tu bloques deux lignes de passe. Il le fait très bien, il le comprend bien. Et c'est pas simplement un joueur qui met l'intensité. C'est un joueur aussi qui a le QI football avec ou sans ballon. Donc il comprend très bien ce qu'il fait. Et tout ça, ça fait qu'au final, tu as un joueur qui t'apporte beaucoup dans le jeu en transition,
dans le jeu de position, si jamais tu vas attaquer face à un bloc bas, il va t'apporter dans les deux cas. Dans la surface aussi, il t'apporte beaucoup. Il peut combiner avec les joueurs autour de lui et les faire briller. Et là, je pense tout le temps à Isaac avec Lamine Yamal, à Isaac avec Rafinha. Moi, je pense que ça peut faire des folies. Et même le jeu en combinaison, Lamine Yamal, Isaac en 1-2 touches, à chaque fois, ça peut faire tellement mal. Le jeu en profondeur, Lamine Yamal qu'il a en profondeur, j'imagine tellement de choses. Et puis, une fois que tu veux mettre la pression à l'adversaire, tu as Isaac pour presser et tu as Isaac pour mettre une grosse pression. Donc, ouais, non, vraiment, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Ah bah ça s'entend à ce que tu nous viens de nous dire. Ouais. On voit que tu aimes le joueur et j'avais envie un peu de t'interroger là-dessus. Tu as tout dit, voilà, qu'est-ce que j'ai à rajouter? Un joueur ultra polyvalent en fonction de l'équipe dans laquelle il joue, dominant, dominé, un joueur bon de la tête, en dehors de la surface, à l'intérieur de la surface. Non, c'est vraiment un joueur qui possède plein de qualités, qui reste en plus jeune, enfin voilà, qui est un joueur aussi de collectif, qui fait le pressing, tu l'as dit, c'est super important parce que le Barça, l'une des problématiques aussi de Lewandowski, c'est cette gestion du pressing. Donc grand merci pour cette analyse d'Isaac et je pense que les joueurs seront d'accord avec toi et bien évidemment si on a l'occasion de le faire, même si ça coûte très cher, je pense que c'est un des grands numéro 9, futurs numéro 9 que l'Europe va avoir. Donc merci pour ça. Moi de mon côté, je vais parler de Alvarez, qui est un joueur que j'ai toujours aimé dès qu'il est arrivé à Manchester City, parce que je ne suivais pas vraiment ce qu'il faisait dans son club en Argentine. Dès qu'il est arrivé, j'ai trouvé que c'était un joueur très intéressant, un joueur collectif. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire chez Alvarez, c'est qu'il n'était pas toujours titulaire au début, il était là avec Haaland, etc. C'était son remplaçant. Bon, la deuxième année à City, il a commencé à beaucoup plus jouer parce que De Bruyne s'était blessé, du coup il jouait dans un registre différent, en tant que limite faux numéro 9, numéro 10 un petit peu. Mais polyvalent, le mec il s'est marqué des magnifiques buts, intérieur, extérieur de surface de réparation, il a la grinta, il fait les efforts physiques, il tire des coups francs là en ce moment, mais même avant l'Atlético Madrid à Manchester City, il tirait des coups francs, il marquait de superbes coups francs. Une palette générale chez ce joueur-ci magnifique et encore une fois ce registre et ce côté collectif, que ce soit dans les efforts, la combinaison avec les autres, les petits espaces, c'est un joueur mais top niveau européen. Alvarez, alors maintenant sa situation à l'Atlético pour moi c'est compliqué de le donner au jeu tout de suite, même s'il y a eu des discours récemment là-dessus. Mais il est arrivé l'année dernière, quoi. Est-ce que l'Atlético Madrid est prêt à se séparer d'un tel joueur aussi rapidement pour le donner à un de ses rivaux en Liga, qui est le FC Barcelone? C'est des questions bien évidemment qu'on peut se poser. Mais en tant que joueur pour le Barça, le profil, mais moi, il est quasi parfait. Ouais, non, c'est vraiment un joueur de très haut niveau que j'apprécie beaucoup aussi. Moi, j'ai surtout appris à l'aimer à la Coupe du Monde. Parce que là, la compétition qu'il a fait, c'était juste une folie. Et je me suis dit, mais comment tu peux arriver comme ça d'Argentine, en provenance donc d'un autre continent, tu arrives, tu joues un petit peu en Europe, et là, c'est la Coupe du Monde, et tout de suite, tu dois prouver. Alors qu'à ce moment-là, c'était en janvier la Coupe du Monde, il avait joué très peu avec City parce qu'il y avait Haaland. On ne le connaissait pas plus que ça non plus. On savait que c'était un gros talent, mais il devait encore beaucoup prouver. Il y avait Lautaro Martinez, quand même en sélection, qui était présent et qui était installé. Et le gars, il arrive, il te met Lautaro sur le banc tout de suite. Et regardez les matchs qu'il fait, regardez les buts. Même en demi-finale de Coupe du Monde face à la Croatie, il est buteur avec un très gros match. Et puis, il sait tout faire. Comme tu l'as dit, il met même des coups francs. Mais tu as vu le coup franc qu'il a mis là récemment avec l'Atlético Madrid? C'est quoi ce banger? Mais il est fou. Il est fou, le gars. Il met un coup franc, mais je crois que c'est au moins 35 mètres. Je ne sais même pas d'où il la met, mais c'est une dinguerie. Avec City aussi, il avait déjà mis plusieurs coups francs. Non, c'est n'importe quoi. Et puis, il presse, son jeu sans ballon, son jeu avec ballon, comment il s'associe avec ses coéquipiers. Et même, l'argument très fort, c'est qu'il a été coaché par Guardiola. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup, parce qu'il a appris ce jeu de position. Il a appris aussi son jeu sans ballon, le pressing, le contre-pressing. Donc, non, vraiment, il a tout. Il a vraiment tout. Et on voit qu'Atlético Madrid, il fait énormément de bien. Parce que si tu le retires maintenant, je pense que ça baisse tout de suite d'un cran. Vraiment, c'est un des joueurs peut-être qui élève le plus le niveau de jeu de son équipe. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais je trouve ça dingue. Tu l'as très bien dit, il a été coaché par Pep Guardiola et actuellement, il est coaché par Cholo Simeone. Donc deux footballs qui sont totalement différents, en plus d'avoir la connaissance aussi de la sélection argentine qui est aussi un football différent. Donc lui, il est jeune, mais son expérience qu'il a déjà tactique, elle est énorme pour Alvarez. Donc que ce soit lui ou Isaac, c'est deux choix selon moi qui seraient vraiment géniaux pour le FC Barcelone. Maintenant, est-ce que c'est réalisable cet été? Pas sûr. Tes trois choix ont été super, que ce soit Jonathan David, que ce soit Benjamin Sesko, que j'ai aussi choisi, que ce soit Hugo Ekitike. Un grand merci à toi justement pour m'avoir
parler de ces profils-ci. Une nouvelle fois, c'est Virtual Mercato, donc c'est virtuel, mesdames et messieurs. Une nouvelle fois, allez vous abonner à la chaîne de Wartalk parce que comme vous le voyez, c'est un puits de connaissances, un puits de savoir. Donc un grand merci à toi pour avoir fait ces recherches et j'espère qu'on se reverra bientôt. Bon, en tout cas, un gros plaisir, hein. J'apprécie beaucoup ton contenu, comme je l'ai dit, et ça me fait très plaisir d'être présent sur la chaîne. Abonnez-vous tous. Adaï fait du super bon travail. Et ouais, j'espère qu'on pourra à nouveau collaborer d'ici peu de temps. Eh ben c'est sûr, c'est sûr. Il y a encore plein de belles choses à faire, que ce soit sur la tactique, sur l'analyse du FC Barcelone. C'est super intéressant ce qu'on entend vivre avec Hansi Flick. Donc les amis, sur ce, n'hésitez pas vous à nous donner aussi vos top 3 si vous avez des idées à droite à gauche, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit. Encore une fois, c'est des préférences, c'est de la subjectivité, c'est quasiment impossible ce qu'on a dit parce qu'on n'a pas les millions pour le faire. L'objectif de ces vidéos, c'est juste aussi d'un petit peu kiffer et de parler de joueurs qui peuvent potentiellement être intéressants pour le FC Barcelone. Donc voilà, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Peace. Ciao.